Tirpitz était le deuxième cuirassé de classe Bismarck à être construit, bien qu'elle ait subi tellement de changements et d'améliorations mineures, etc., que lorsqu'elle était en service au milieu de sa carrière, elle ressemblait presque plus à une demi-sœur qu'à une simple répétition de la classe. Comme avec le Bismarck, elle a été conçue pour contrer les cuirassés de classe Richelieu français. Les Bismarck étaient les derniers navires de guerre allemands conçus avant l'introduction du plan Z. Les deux navires étaient supposément de 35 000 tonnes de déplacement standard afin de correspondre à l'accord naval anglo-allemand, mais un peu comme avec les Japonais, les Allemands ne se sont même pas donné la peine d'essayer de respecter cette limite, sortant plutôt un navire qui était proche de 43 000 tonnes de déplacement standard et qui finirait par atteindre presque 53 000 tonnes à pleine charge. L'armement du Tirpitz a commencé de la même manière que celui du Bismarck, bien que l'emplacement de certains des canons anti-aériens lourds ait finalement été modifié pour offrir un meilleur champ de tir. Bien entendu, le navire, mis en service ultérieurement, fut doté de radars plus avancés qui furent graduellement perfectionnés au cours du temps. Au cours de sa carrière de service, le nombre de canons anti-aériens de 20 mm serait considérablement augmenté, passant de 12 à 58 au total, et il recevrait également une paire de lance-torpilles quadruples montées sur le pont comme un énorme destroyer lors d'une petite refonte en 1942, ostensiblement pour être utilisée contre la marine marchande. Bien qu'elle ait été posée en 1936 et lancée en 1939, elle ne serait pas mise en service avant 2 autres années, entrant finalement en service au début à la mi-1941, l'intervalle de retard étant causé par les efforts de bombardement britanniques qui n'ont pas réussi à endommager le navire mais ont réussi à faire exploser beaucoup de quais autour de lui, ce qui a ralenti les travaux sur le navire de guerre presque achevé. Son premier rôle était à la tête d'une flotte temporaire de la Baltique, conçue pour bloquer le déploiement possible, bien que quelque peu improbable, de la flotte baltique soviétique lors de l'invasion de l'Union des républiques socialistes soviétiques par l'Allemagne. Mais ensuite, la Luftwaffe a coulé la plupart des navires soviétiques, et donc le Tirpitz s'est retrouvé envoyé en Norvège pour attaquer les convois, puisque Hitler avait interdit aux navires de se rendre dans l'Atlantique, en partie à cause du sort du Bismarck et en partie parce que le Her Majesty's Ship Campbelltown avait refusé aux Allemands l'accès à tout dock de la taille du Tirpitz en France, et donc la Norvège semblait être le meilleur endroit pour utiliser le navire. À leur arrivée, l'équipage a utilisé une combinaison d'une falaise abritante, d'une forêt coupée, de lourds écrans de fumée et de combattants et de soutiens anti-aériens basés à terre pour se cacher et se protéger des raids aériens qu'ils savaient par expérience devoir venir. Cependant, les pénuries de carburant en Allemagne ont été exacerbées par la nécessité de transporter tout carburant en Norvège pour l'utilisation du navire, et donc la plupart de ce temps a été passé à balancer à l'ancre, bien qu'il ait participé à quelques opérations de diversion pour détourner les forces de surface lourdes britanniques de la prochaine course dans la Manche. Après cela, divers renforts ont commencé à arriver. D'abord l'amiral Scheer et le prince Eugen, puis plus tard le Lützow, l'amiral Yper et le Scharnhorst, entre autres. Le Tirpitz a fait sa première tentative d'attaque d'un convoi en mars 1942, mais a probablement eu de la chance de le manquer car l'escorte totale se composait des cuirassés Her Majesty's Ship Duke of York et King George V, du croiseur de bataille Renown, du porte-avions 5 Victorious et d'un certain nombre de croiseurs et de destroyers. En fin de compte, après que le Tirpitz a été détecté, le Victorious a tenté de lancer une attaque aérienne en utilisant des albacores sur le cuirassé allemand en retraite, mais cela ne s'est pas particulièrement bien passé, en partie parce que la vitesse de pointe plutôt modeste de 90 nœuds des albacores était contrée par un vent de face de 40 nœuds, et le Tirpitz s'éloignait d'eux à 30 nœuds, ce qui donnait une vitesse de rapprochement si lente qu'à un moment donné, ils ont été dépassés par un destroyer rapide sous eux. Cette opération a coûté beaucoup de carburant précieux et il a donc fallu 3 mois pour renouveler les stocks de carburant, après quoi ils ont réessayé, cette fois avec le convoi PQ-17. Encore une fois, le Duke of York et le Victorious étaient en escorte, cette fois avec le cuirassé United States Ship Washington en soutien. Mais le renseignement allemand a compris que le renseignement britannique était au courant de l'opération et a ordonné aux navires de retourner au port. Indirectement, cependant, le Tirpitz a contribué à couler beaucoup de navires, puisque le convoi a reçu l'ordre de se disperser avant que l'ordre de demi-tour ne soit connu des services de renseignement britanniques.
Cela a entraîné que de nombreux navires isolés du PQ-17 ont été éliminés par les sous-marins et la Luftwaffe au cours des jours suivants. Le navire avait besoin d'une révision à ce moment-là, mais il était considéré comme trop dangereux de faire le voyage de retour en Allemagne, et donc une révision ad hoc a été organisée en Norvège, avec les défenses de l'ancrage du navire constamment renforcées pour le protéger pendant cette phase quelque peu immobile. Une fois cela terminé, le Tirpitz tirerait ses canons principaux en colère pour la première et unique fois lorsqu'il naviguait avec le Scharnhorst nouvellement arrivé pour bombarder l'île de Spitzberg. Mais à ce stade de sa carrière, les Britanniques étaient absolument déterminés à se débarrasser du navire, et si le navire ne venait pas à eux, ils iraient à lui, et ils ont commencé à intensifier la série de frappes aériennes et d'opérations maritimes qui avaient eu lieu à peu près depuis que le navire avait été construit, et celle-ci commencerait à dégrader progressivement la capacité du navire à combattre. Ce qui suit est un bref récit de toutes ces attaques depuis le début de la carrière du navire et leur résultat final. La première attaque aérienne dédiée a commencé dans la nuit du 8 octobre 1940 avec 17 bombardiers moyens Hampton alors qu'elle était encore en cale sèche en cours d'équipement. Aucun coup n'a été marqué et 3 autres attaques suivraient avant sa mise en service officielle. En janvier et février 1941, les vagues d'attaques se composaient de 32 bombardiers moyens Wellington, Whitley et Hampton, 25 Wellington avec 9 Hampton et enfin 116 bombardiers Blenheim, Wellington, Hampton et Whitley. Toutes ces attaques ont abouti, comme nous l'avons dit plus tôt, à un total de rien avec un Blenheim perdu lors de la dernière attaque. Une fois le navire commissionné et déplacé à Kiel, les attaques ont continué tout au long de mai et juin, avec 14 Whitley allant en premier, perdant un des seuls 3 avions qui ont réussi à trouver la cible par mauvais temps, puis une attaque colossale par 47 Wellingtons, 24 Hamptons, 20 Whitleys et 13 bombardiers lourds Stirling, accompagnés de 11 des nouveaux bombardiers lourds Halifax, réussissant à perdre 2 Wellingtons tout en échouant à nouveau à trouver le Tirpitz et attaquant Kiel en général à la place. Cela a conclu les opérations aériennes contre le Tirpitz en 1941 et comme le navire a été déplacé en Norvège, les choses reprendraient en 1942 avec de nombreuses raids commençant dans les 4 premiers mois. 9 Halifax et 7 Stirlings ont attaqué, perdant un Stirling. 12 bombardiers torpilleurs d'Albuquerque ont attaqué en mer, c'était l'attaque victorieuse, et ils ont réussi à perdre 2 des Albuquerque, encore une fois sans effet. Une attaque de 33 Halifax a perdu 5 Halifax et une autre attaque de 31 Halifax et 12 Lancaster a perdu 5 autres bombardiers. Une autre attaque, croyez-le ou non, de 23 Halifax et 11 Lancaster a réussi à perdre 2 autres bombardiers et, comme vous l'avez peut-être deviné, tout cela n'a rien accompli en termes de dommages au navire. La fin du printemps et le début de l'été 1942 se sont déroulés sans incident aérien. En octobre 1942, la Royal Navy a participé à l'action avec des torpilles pilotées par chariot. Des problèmes mécaniques et météorologiques ont causé la perte des 2 unités et d'un chalutier qui devait les transporter à la cible. Le reste de l'hiver et la majeure partie de 1943 se sont déroulés paisiblement jusqu'au 22 septembre 1943 quand l'escalade a vraiment débuté. 4 X-Craft, des sous-marins nains de la Royal Navy transportant d'énormes bombes de 2 tonnes, ont été acheminés jusqu'à l'emplacement actuel du Tirpitz au Karfjord, et bien que 3 de ces engins aient été perdus, 2 d'entre eux ont réussi à poser un certain nombre de leurs charges de 2 tonnes contre le navire. Lorsqu'elles ont explosé, elles ont causé de lourds dégâts, la première charge explosant près de la tourelle César, la tourelle arrière superposée, et l'autre juste à l'avant du bâbord. Cette dernière charge a déformé la coque, plié les cloisons, rompu un réservoir de carburant et déchiré le blindage, entraînant également l'entrée de près de 1500 tonnes d'eau par diverses brèches dans la coque. Davantage de générateurs électriques ont été endommagés ou désactivés, et la tourelle Dora a sauté ses roulements, posant un problème majeur en l'absence de grues en Norvège capables de la remettre en place, et Dovitz n'était pas autorisé à rentrer en Allemagne. L'onde de choc a également détruit les hydravions du navire. Les réparations dureraient en tout 7 mois.
Pendant cette période, l'armée de l'air soviétique s'est impliquée avec une frappe de 15 avions, dont 4 ont trouvé la cible mais n'ont pas réussi à faire de dégâts, et cela a été suivi par l'intervention de la Royal Navy avec un certain nombre de grandes attaques lancées depuis divers porte-avions. La première étant le 3e d'avril 1944, qui a également été la plus réussie avec 40 des nouveaux bombardiers en piqué Barracuda et 80 chasseurs réussissant à marquer 15 impacts de bombes et mitraillant à plusieurs reprises le navire pour réprimer la batterie anti-aérienne. 3 Barracudas et un Hellcat ont été perdus et malheureusement, malgré le nombre de coups, beaucoup de bombardiers ont largué leurs bombes beaucoup plus bas que prévu afin d'essayer d'améliorer la précision, évidemment avec des résultats assez bons, mais cela a eu pour conséquence que la vitesse d'impact était insuffisante pour percer le pont blindé. 2 des presque ratés ont en fait causé plus de dommages à la coque et provoqué plus d'inondations que les coups directs eux-mêmes. Cependant, les 2 hydravions qui avaient été remplacés ont à nouveau été détruits et la catapulte et la grue d'avion de tribord ont également été détruites avec le numéro 2 de tribord et le numéro 3 des tourelles anti-surface de 5,9 pouces qui ont été mises hors service. Les chaudières, les turbines et le mess ont également été endommagés. La plupart des 122 morts et 316 blessés provenant des équipages des canons anti-aériens qui étaient constamment mitraillés par les chasseurs. 3 attaques de suivi ont toutes été annulées en raison du mauvais temps, mais elles ont été suivies par 5 assauts aériens massifs tout au long de juillet et août, impliquant un total de 300 avions, perdant 13 d'entre eux et infligeant des dommages mineurs à cause de 2 petits impacts de bombes. Eh bien, jusqu'à présent, tout va bien, et le Tirpitz était encore relativement intact, à part les dommages causés par les sous-marins nains. Mais les Britanniques commençaient à en avoir assez de lancer des avions sur un cuirassé pour un faible retour, et le 15 septembre 1944, le ciel était rempli de 28 Lancaster des escadrons numéro 9 et 617 transportant le dernier recours lorsqu'il s'agissait de traiter avec des navires de guerre ennuyeux, la bombe supersonique Tallboy de 12 000 livres. L'avertissement au générateur de fumée couvrant le Tirpitz n'est pas arrivé assez tôt pour masquer le navire de la première vague. 4 Lancaster ont été endommagés par le feu défensif et bien que la plupart des bombes aient manqué, une, probablement du premier Lancaster de la première vague, a atteint sa cible. Ironiquement, cette bombe était en réalité trop efficace. Arrivant à plus de Mach 1, elle a traversé directement le pont blindé, la superstructure interne, et est ressortie directement par la coque pour exploser sur le côté tribord de la proue à l'extérieur du navire. Cela a permis à lui seul l'entrée de 2000 tonnes d'eau et plusieurs quasi-touchés ont ouvert des plaques de coque et des cloisons. Le navire resterait à flot avec un minimum de pertes, mais le grand trou à l'avant signifiait qu'il était inapte au service et aurait besoin d'au moins 9 mois de réparation pour être apte au combat. Le navire a donc été déplacé à Tromsø Fjord, où il flottait encore lorsque 38 autres Lancaster ont été envoyés l'attaquer. Cette opération n'a entraîné aucun coup direct et un Lancaster perdu, bien que certains rapports indiquent qu'un quasi-coup a causé des dommages supplémentaires. Cependant, le navire étant pratiquement inopérant en tant que navire de guerre en mer, la fin est survenue le 12e de novembre 1944 alors que 32 Lancaster sont à nouveau apparus au-dessus. Le navire a alors utilisé tout ce qu'il avait, y compris des obus anti-aériens spéciaux de 15 pouces qui avaient été développés pour sa batterie principale, et au début cela semblait fonctionner, avec des éclats d'obus qui pleuvaient tout autour du navire, creusant des cratères dans le fond marin, mais laissant le Tirpitz lui-même intact. Puis une bombe est tombée entre les 2 tourelles avant Anton et Bruno et est passée directement à travers le pont profondément dans le navire, puis a échoué à exploser. Cependant, le sursis fut de courte durée, car une autre bombe est tombée, a fracassé le pont près de la cheminée et a traversé presque tout le navire avant d'exploser. Cela a entraîné un énorme trou dans le côté et le fond du navire, une grande partie de la ceinture d'armure épaisse ayant été complètement soufflée hors du navire. Sans surprise, le navire a rapidement commencé à se rétablir. Les Allemands avaient anticipé après la première série de frappes de Tallboy que cela pourrait être la situation et avaient construit des bancs de sable autour du navire pour l'empêcher de chavirer.
Cependant, les quasi-accidents avaient involontairement soufflé une grande partie de ces bancs de sable, et donc le Tirpitz chavirerait relativement rapidement. Il est possible, selon certains rapports, qu'une troisième bombe ait frappé près de la tourelle super tir arrière, c'est-à-dire la tourelle César à ce moment-là, car une énorme explosion a détruit la tourelle, projetant de grandes parties de celle-ci dans toutes les directions. Le navire a ensuite terminé son retournement et s'est stabilisé à l'envers. Plus de la moitié de l'équipage a été soit tué, soit piégé, puis noyé ou a manqué d'air en conséquence. La somme totale de ces opérations offensives contre le Tirpitz avait impliqué 1101 vols d'avions distincts, 2 torpilles télécommandées et 4 sous-marins de poche, et avait finalement abouti à la destruction totale du plus grand navire de guerre que l'Allemagne ait jamais construit. Le Tirpitz a été laissé sur place jusqu'après la guerre. Il a ensuite été récupéré entre 1948 et 1957 lors d'une opération qui a duré une décennie. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez un commentaire ou une suggestion pour un navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de commenter le post épinglé pour SEC. Question de DocSec.